Yo yo yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien tout le monde. On va commencer ce petit live sur les chapeaux de roue directement. Je vous rappelle qu'à partir de 10h30, 10h40 à peu près, on va passer sur ma chaîne Twitch. Et là du coup le style du live va beaucoup changer. On va parler un petit peu plus de ma vie perso, de qu'est-ce que je fais dans la vie. Si vous avez des questions à me poser à moi personnellement, ça sera le cas, ça sera le moment, ça sera l'occasion. Et sachez qu'en fait on fait ça pendant toute la semaine, donc on fait ça 4 jours par semaine, du lundi. Alors là cette semaine c'est vendredi qui est off, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. 3 heures pour trouver des pépites. Alors on va pas trouver des pépites dans ce live. Le matin, moi qu'est-ce que je fais ? Je fais surtout un petit peu une revue de presse. On parle un petit peu des actualités surtout. Je suis pas en mode on va trouver des pépites. Donc voilà. D'autant plus que depuis quelques mois, je me suis dit l'aspect graphique c'est bien, mais après ce qu'il faut derrière c'est aussi que le projet suive. Tu vois. Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné mon avis sur le cake. Alors c'est vraiment sympa parce qu'on peut avoir des bons rendements. Au niveau graphiquement, c'est sympa parce que bon il est redescendu assez bas, etc. Il est sur la Binance Smart Chain et tout. Mais j'ai dit qu'à long terme, je pensais qu'il allait se péter la gueule. Alors moi, j'ai retiré en bas. J'ai retiré tous mes fonds en bas. Et du coup, ce qui fait que j'ai retiré toutes mes billes quand j'avais moins 50% sur mon bag, qui m'a fait un peu hésiter parce que généralement je ne repars jamais quand je suis en négatif, peu importe, que je sois à moins 80% ou moins 20%, je ne repars jamais, je réinvestis. Mais là, en voyant la gueule de la supply qui a augmenté petit à petit, je me suis dit il fallait que je me casse. Par contre, si tu hold parce que tu crois au projet, par exemple, moi UOS, je crois fort en ce projet. J'étais un petit peu en perte, mais pas énorme. J'ai holdé et j'y croirai jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça, même si on a un bear market, même si j'y crois plus trop au bear market, je me dis je vais quand même holder jusqu'à la mort. Alors vous voyez, donc ça, la courbe bleue, c'est la supply, donc le nombre de tokens qui sont émis. Sur PancakeSwap, ils sont émis comment ? Grâce au stacking en fait. Vous savez, vous avez des récompenses en cake, et ben c'est comme ça que vous créez du cake. Et en fait, on voit bien avec cette courbe que la supply, elle fait que augmenter. C'est comme la planche à billets au niveau de la France, des États-Unis, enfin bref, c'est de l'inflation. Le token, il est ultra inflationniste. Et j'avais vu dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, oui, mais regarde, ils font des burns, c'est plutôt positif, non ? Alors vous voyez, les burns, à quoi ils correspondent ? Ils correspondent à ça, vous voyez ? Donc là, c'est-à-dire qu'on passe de 70 millions, on reste à 70 millions. Donc à mon avis, il y a très peu de tokens. Et vous voyez, les burns, ils servent limite à rien. Bon, s'ils n'étaient pas là, bien sûr qu'on monterait encore plus fort. Donc ils servent un petit peu, mais même là encore, on est passé de 78 millions à 77 millions. Donc bon, puis après, en une semaine... non, c'est peut-être pas en une semaine, mais en un mois, on a déjà rattrapé tout ce qu'on avait perdu. Le crawl, j'ai investi il y a pas longtemps dessus. J'ai enfin eu ma carte crypto.com, les gars. Enfin eu ma carte crypto.com, donc ça y est, je commence à avoir du cashback. C'est trop bien. Je pense que je vais payer mon URSAF avec ça, donc je vais avoir du cashback sur mon URSAF, j'espère en tout cas. Je vais faire plein de trucs pour essayer d'avoir un maximum de cashback partout. Quelle couleur la carte ? Alors c'est la Ruby. C'est la Ruby. Donc j'ai stacké 350 €. Si j'avais reçu l'allocation de Ethereum, donc j'aurais été un petit peu plus loin à la détente pour avoir ma carte. Par contre, j'aurais pris celle à 3500 au-dessus. Parce qu'au moins, j'aurais eu Netflix remboursé. Pour l'instant, j'ai que la carte virtuelle, donc je peux pas aller payer dans les magasins et tout. Mais je pense que pour payer mes factures, pour payer ma fibre, je vais utiliser tout le temps crypto.com. Alors, on m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que j'en pensais des NFT. Écoutez, les NFT, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, malgré tout, je pense que la technologie est pas assez mature encore. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore des gens qui achètent des œuvres d'art, si on peut appeler ça comme ça. Ils achètent des images en espérant simplement pouvoir les revendre, ou même des singes, enfin des trucs, bref. Ils achètent beaucoup de choses, alors que derrière, je pense que dans quelques années, on se rendra compte que 95% de tout ce qui a été acheté aujourd'hui ne sert à rien. Clairement, ne sert à rien. Mais moi, j'attends des vraies applications des NFT. Alors, je sais pas, j'avais vu il y a quelques mois la K-Corp qui avait dit qu'ils allaient faire des NFT. Et moi, j'attends vraiment un truc, pas seulement des posters. Alors, la K-Corp, c'est une équipe e-sport française de League of Legends. Très grosse communauté. Beaucoup leur ont craché dessus quand ils ont dit qu'ils allaient sortir des NFT, parce que les gens voyaient simplement le fait que c'était des images. Mais si vraiment on fait quelque chose de, de plus fort, de plus gros, et qui derrière a par exemple une utilité, donc pas simplement une image, mais par exemple des tickets pour des festivals, des tickets pour des événements e-sport, des tickets pour rentrer dans des groupes privés sur leur Discord ou quoi, là ça pourrait être très intéressant. Et notamment, pourquoi pas relier son compte League of Legends avec un truc de NFT et tout, ça pourrait être vraiment stylé. Et si par exemple ils font du merch ou alors des maillots, eh ben ils pourraient prouver que ce maillot est réel grâce à un NFT. C'est-à-dire que dès que quelqu'un achète ce maillot, il a un NFT en plus. Et ça pourrait être vraiment très bien. Donc j'attends de voir ce qu'ils font. Mais ouais, voilà, moi j'attends vraiment des NFT qui ont une réelle utilité. Faut être ouvert d'esprit des deux côtés en fait. Faut comprendre la réaction de la commu qui est tout à fait early là-dedans. Et il faut comprendre aussi le point de vue des personnes qui sont vraiment là-dedans et qui comprennent la technologie et qui disent que c'est vraiment une technologie de fou. Moi j'ai 2 NFT.
Alors si, j'ai acheté un NFT les gars, c'était pour un play to earn qui s'appelait Elrond Trees. Je sais même pas qu'est-ce que c'est devenu. Et en gros, vous voyez, on a une petite parcelle comme ça. Donc les parcelles peuvent changer et tout, il y a plusieurs types de parcelles, il y a plusieurs types d'arbres. Et en fonction, par exemple, du type de parcelle, si on plante tel arbre, par exemple, si c'est un biome montagne et qu'on plante des sapins, et ben les sapins vont être boostés. Et du coup, on va gagner des oxygènes, des oxy, ce qui va nous permettre en fait ensuite de gagner, du coup c'est une crypto-monnaie, le oxy, et ensuite derrière on pourra augmenter nos arbres. Donc voilà, je l'ai pas acheté très cher en plus, mais je crois que c'est le seul NFT que j'ai acheté clairement dans ma vie. Ouais, c'est le seul. Perso, les NFT ça a changé ma vie, donc bon, je suis à fond dedans. Ah ouais, ça a changé ta vie dans quel sens? Dans le sens où t'as fait beaucoup de profit avec ça, ou dans le sens où ça a changé ta vie par l'utilité? Alors je pense que pendant le bull run, on va avoir beaucoup de gens qui vont dire faire des profits, faire des profits, faire des profits. Par contre, après le bull run, quand ça sera calmé, je pense que beaucoup d'entreprises auront vu le boom des NFT et vont se dire ok, faut creuser un truc là-dedans. C'est comme en 2017, hein. Beaucoup de gens ont vu le boom des cryptos et derrière il y a plein d'entreprises, de startups qui se sont mis dedans et tout pour justement créer leur propre entreprise autour de la crypto et tout. On va aller directement sur le Bitcoin. Alors, on va enlever tout ça. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors on va déjà analyser les bougies donc de la semaine. Donc la semaine dernière, on a clôturé ici. Première clôture qu'on avait fait depuis le 29 novembre, au-dessus du ruban déjà. Donc ça, très très intéressant, on avait vraiment transpercé le ruban. Les volumes, on va pas se mentir, ils étaient pas fou dingues, ils étaient pas nuls non plus, donc on était un petit peu sur une descente. Malgré tout, ils restaient cohérents avec ceux de la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc voilà. Et du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une espèce de bougie d'incertitude, même si c'est pas réellement une bougie d'incertitude. Elle me fait penser un petit peu à cette bougie, donc malgré tout, bizarre. Pas beaucoup de volume non plus, ils sont à peu près cohérents par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas transcendant, c'est pas nul non plus. Et ce qui est intéressant surtout, hop, vous voyez du coup cette mèche qui vient rebondir sur le ruban. Et en daily, vous allez voir que c'est encore plus pertinent, qui vient rebondir directement sur le ruban et on se fait rejeter. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là, pendant des semaines et des semaines, on s'est fait rejeter, là, ici, sur le bas du ruban, on se fait rejeter ici, on se fait rejeter ici, on se fait rejeter ici, un peu, ici, pas ici, ici. Bref, on se fait rejeter de partout sur les mèches durant la semaine, sauf que là, on se fait rejeter au-dessus du ruban. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait rejeter en dessous du ruban, et là, on se fait rejeter au-dessus du ruban. Est-ce que c'est le fameux pullback qu'on attendait au 45K? C'est possible. Après, ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'on fasse un truc comme ça. Tac. Donc pendant 2 semaines, on vient là, et puis ensuite, la semaine prochaine, on repart. Le MACD qui a cross bullish, alors au début de semaine, il commençait déjà à cross bullish ici, et on se demandait, est-ce qu'à la fin de la semaine, quand il aura fait sa clôture, est-ce qu'il sera toujours en cross bullish? En l'occurrence, c'est la réalité, il est toujours en cross bullish. Je vous rappelle à chaque fois, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vous rappelle à chaque fois qu'on cross bullish, on est déjà parti en tendance haussière depuis quelques semaines. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a cross bullish ici, donc c'est à ce niveau-là. On était déjà parti en tendance haussière depuis plusieurs semaines. Donc c'est vraiment quand les volumes deviennent de plus en plus blancs que la tendance haussière repart. C'est pour ça que quand on est arrivé par ici, là, déjà on était en bas du W, donc quand les volumes étaient blancs là, du coup moi j'ai pas mal investi ici, pas sur le Bitcoin mais sur des altcoins. En tout cas, la plus belle des configurations, c'est qu'on fasse ça. Un énorme W, on transperce les 45K et le ruban, et ensuite, bon, en vrai, le triangle, il est plus du tout pertinent. Là, on est plus dans un range. Si réellement il y a quelque chose, on sera plus dans un range. Et ensuite, là, on attend un pullback sur les 45K pour repartir. Et là, c'est énorme. Parce que du coup, au niveau de notre ligne de coup, on l'a transpercé. Et en plus, on fait un pullback. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'ai dit, les gars, on est ici. Le mieux, ça serait qu'on transperce le ruban, qu'on fasse un pullback. Non, même pas qu'on fasse un pullback dessus, mais en gros, qu'on transperce le ruban, qui commence à remonter un petit peu, et qu'on aille faire notre pullback dessus. Et qu'est-ce qu'on fait, les gars, là? On transperce, on fait un pullback dessus, il est absolument contracté à la mort là, on repart, on refait un pullback dessus, ensuite le MACD qui cross bearish, petit indicateur baissier, même si je suis un peu mitigé sur le MACD, notamment ici par exemple, il nous a fait une fausse indication, ici il a fait une indication mais pendant pas longtemps, c'est-à-dire qu'il faisait un côté de l'autre, voilà. Là il est reparti en tendance haussière depuis longtemps. Il y a pourquoi pas cross bearish, c'est possible, et donc pourquoi pas faire une stabilisation, voire potentiellement revenir stabiliser aux alentours des 45K, ou alors dans cette zone. Alex, quel est ton avis sur la fameuse phrase de Alan, sell in May and go away? On pourrait donc espérer un énorme pump jusqu'en mai, ça me paraît super court pour faire de belles perfs. Alors oui, c'est sûr que le sell in May and go away, c'est pas la phrase de Alan, je crois que c'est un dicton qu'on a sur les marchés financiers, alors ça a d'abord été sur les marchés traditionnels, puis ensuite ça s'est transvasé sur les cryptos, forcément, mais en gros c'est pour dire que en mai, du coup, c'est les beaux jours qui reviennent, etc. Donc les gens sortent de leurs écrans, ils sortent de chez eux, et ils vont voir ailleurs. Donc go away. Donc sell in May, donc vendez en mai, ne soyez plus exposés sur les marchés en mai, et partez, vous défoulez en gros, parce qu'après il y a les grandes vacances, il y a les vacances d'été, etc. Donc c'est possible énormément, d'autant plus qu'on a de plus en plus de hedge funds, on a de plus en plus de baleines qui arrivent sur les cryptos et tout. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui on voit plus les crypto-monnaies, vous voyez, les crypto-monnaies c'est 24 heures sur 24.
qu'il soit 3h du mat ou qu'il soit 15h de l'après-midi, les crypto-monnaies, ça va tout le temps bouger. Donc ce qui fait que pour moi, en fait, s'il y en a tout le temps, et ben cette phrase, elle peut être, pourquoi pas, elle peut être un peu remise en question, j'ai envie de dire. Néanmoins, c'est vrai, l'année dernière, c'est ce qu'on a vu, hein, clairement. Alors, est-ce que ça a craché en mai parce qu'il y avait cette fameuse phrase « Sell in May and go away » ou est-ce que ça a craché en mai parce qu'on était beaucoup trop surévalué pour l'époque, pour le moment, et que le marché était tout simplement pas prêt. Ça, on peut pas le savoir. Et on va passer, du coup, directement sur les news. Paf. On commence avec le stablecoin euro, le LUG. Alors, j'ai appelé le LUG, ouais. Peut désormais être transférée d'un portefeuille à l'autre. Alors là, on se dit, c'est quoi ce bordel de crypto-monnaie? Normalement, elle peut être transférée d'un portefeuille à l'autre. Alors en gros, le problème qu'on avait, c'est qu'elle est extrêmement centralisée. Alors, le LUG, ça a été lancé par le groupe Casino. Casino, vous savez, les petits magasins, là, pas Grand Casino, mais Casino, enfin bref, vous connaissez le magasin. Et ça a été aussi en partenariat avec la Société Générale. Donc il n'y a pas Casino, bizarrement, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune mention du groupe Casino. En tout cas, il y a la Société Générale, donc une banque, donc ça c'est plutôt positif. Et on a CoinHouse, donc anciennement la maison du Bitcoin, une des plus grosses entreprises, je crois, pour l'achat et la revente de crypto-monnaies en France. Et on pouvait passer que par là pour acheter du LUG. Donc c'était un petit peu C'était un peu ce qui était négatif. Et du coup, là, le fait qu'on puisse le transférer d'un portefeuille à un autre, c'est très bien. Le seul problème, le premier défi, étant le choix de l'écosystème Tezos. Tezos, c'est pas la meilleure blockchain sur laquelle ils auraient pu construire leur token. Classé à la 38e place des blockchains de la DeFi, avec une valeur totale verrouillée de 95 millions de dollars, ils ne passent, pour ainsi dire, rien sur Tezos. Voilà. Ils ne mettent rien. Ils disent les termes directement. Il ne se passe rien sur Tezos. Un regard sur le contrat intelligent de l'URL depuis un exploiteur de la blockchain confirme la tendance. Donc pour l'instant, le LUG, il a l'air un petit peu de patiner, il a l'air un petit peu au point mort. Je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez d'un stablecoin euro? Il n'y en a pas encore beaucoup. En revanche, il y en a certaines, dont le LUG. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si ça avait été les taxes, c'est bien. Mais je crois qu'en fait, la Banque Centrale Européenne est un peu contre ça. C'est-à-dire qu'ils sont en mode, aujourd'hui, on veut pas qu'il y ait des stablecoins adossés à l'euro, parce que vont pas payer de taxes. Ouais, bah du coup on va tous en dollars et du coup ça apporte de la valeur encore plus au dollar, quoi. Et ce qui est bien avec le côté, c'est pour ça que je parlais de l'Europe, vote de l'UE sur la surveillance des transactions en crypto-monnaie, quels sont les risques pour l'écosystème? En gros, l'Europe, ils sont en mode, on va scaler toutes les transactions, dès qu'il y a une transaction un peu trop grosse, on va demander à la personne de la déclarer, etc. Mais c'est impossible de faire ça, c'est impossible. Il va falloir que ça va nous prendre des heures et des heures. Si tu imagines, bon, un trader, déjà c'est impossible, un petit investisseur, il va pas forcément y penser tout le temps. Ils sont en train de mettre en place des règles dans un univers, dans un domaine qu'ils ne connaissent pas assez bien. Et le problème, c'est que l'Europe, ils sont en mode, non, ça pollue, le proof of work, le truc, le machin, c'est incroyable. Et ça me met hors de moi. Laissez-nous faire nos trucs tranquillement, vous voyez comment l'écosystème se développe, et après, vous pourrez mettre des limites. Mais attendez un petit peu que ça se développe. Faut qu'on arrive à investir, faut qu'on arrive à, pas investir, mais à développer des technologies, faut qu'on arrive à développer des entreprises, faut qu'il y ait des startups qui s'y mettent encore plus à fond dedans. Faut que, bref, impossible. Enfin, c'est incroyable comment l'Europe, ils sont en train de brider tous les gens qui font de la crypto-monnaie. 40% des gens en Allemagne qui investissent déjà dans les crypto-monnaies. En France, on est 8%. Mais ça veut dire que là, il y a déjà un pays, il y a 40% des gens qui sont concernés. Si demain, toutes les personnes qui ont investi dans les cryptos en Allemagne, sachant qu'ils sont beaucoup plus qu'en France, doivent déclarer, mais ça va être un bordel sans nom. Ça va être un bordel sans nom. Ils vont couler l'Europe car retard Web 3.0. Alors je pense pas qu'ils vont couler l'Europe, mais par contre on va avoir un retard mais monumental. Regardez la fibre aux États-Unis, ils ont la fibre partout. Et ça fait déjà 20 ans que c'est comme ça. Nous, en France, mes parents, ils vont recevoir la fibre là le 14 avril. Enfin bref, il y a plus de transactions illicites sur l'euro, etc., en cash que sur le Bitcoin. On veut nous faire croire de la merde. Après on dit oui mais ça pollue et tout. Les gars, le Bitcoin, il va être sécurisé. La plus grosse partie du minage aujourd'hui, elle est faite sur Ethereum. Enfin non, pas la plus grosse partie, mais une grosse partie du minage, elle est faite sur Ethereum. Dans quelques mois, ça va changer, ça va passer en Proof of Stake. Alors certes, c'est énergivore, mais pas autant que le Proof of Work. Ça va changer tout ça. Tout ça, ça va changer. Donc on veut nous faire croire des choses, on veut faire croire à la population qui n'est pas informée, comme quoi ça pollue, comme quoi il y a des transactions illicites, etc. Après, tu prêches des convaincus. Ouais, mais je préfère le rappeler parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui follow là, et du coup qui connaissent pas forcément le crypto futur, qui nous ont vu peut-être dans les recommandations. Et donc, je préfère le dire encore une fois, le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça pollue, certes, mais c'est ridicule comparé à l'industrie bancaire, comparé à ce que les États pourraient faire pour réduire le réchauffement climatique, comparé à ce que les États pourraient mettre en place pour réduire le réchauffement climatique, tous les déchets, tout le plastique, tous les trucs comme ça. C'est complètement ridicule de vouloir bannir absolument le Bitcoin alors qu'on fait chier personne et qu'on est en train de développer un putain d'écosystème qui pourra faire dans plusieurs années, dans quelques dizaines d'années, changer la vie de plusieurs millions de personnes, plusieurs milliards de personnes. C'est complètement ridicule de faire ça. Ils font ça parce que tout simplement, ils veulent contrôler la monnaie. C'est tout simplement. Si,
pour eux, s'ils ont le contrôle de la monnaie, alors ils ont le contrôle du peuple. J'ai pas envie de faire complotiste ou je sais pas quoi, mais en gros, tu contrôles ta monnaie en mode tu fais l'inflation à ta guise, c'est toi qui fais les échanges, etc., etc. Tu peux contrôler ce qui se passe dans ton pays au niveau de l'argent, t'as tout le contrôle. Si ils ont plus le contrôle de cette monnaie, notamment parce qu'elle est plus inflationniste, etc., ils auront perdu le contrôle. Et là, c'est ce qu'ils aiment pas en fait. Faut pas oublier toutes les régions où juste l'accessibilité à une banque est impossible. Mais tout à fait, ça c'est aussi un autre sujet. Ça aussi c'est un autre sujet. Ils sont en train de brider les crypto-monnaies, alors que ça se trouve en Afrique, il y a des pays, il y a des personnes qui n'ont pas accès à des comptes bancaires, qui ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent, qui sont obligés d'être tout le temps en cash. Tout simplement parce qu'ils ont pas accès à des banques, ils ont pas assez d'argent sur leur compte en banque et tout, et donc le Bitcoin devient c'est limite vital pour eux, tu vois. Au Salvador par exemple, il y en a beaucoup, et en fait j'ai hâte, vous voyez là, toute notre génération, là, la génération de jeunes, etc., on est en train de comprendre des nouvelles choses. Quand je vois des streams par exemple, vous vous rappelez les Twitch Leaks, je sais pas si vous avez suivi cette affaire, en gros c'était les salaires des Twitch, des streamers qui étaient révélés au grand jour et tout. On a vu que Locklear, il avait gagné des millions sur plusieurs années, etc. Il y en a qui se sont offusqués, il y en a qui se sont dit « Ouah, mais comment c'est possible ?» et tout. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont réagi en mode « Bah c'est normal en fait, mec. Tu travailles, tu travailles dur, nous on t'aime bien, on te supporte, on te soutient et tout, tu nous proposes du contenu de qualité et tout. C'est tout ton droit, tu vois. Et puis c'est transparent. C'est-à-dire que le nombre de subs, bah, il est connu, etc., 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 tu vois. Et donc, je viens sur ce sujet, je dévie un petit peu du sujet, parce que je me dis, en fait, notre nouvelle génération, elle est plus habituée à être moins jaloux, en fait. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, l'univers dans lequel on est, j'ai l'impression que on reconnaît de plus en plus la valeur du travail. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années, je pense, quand on croisait quelqu'un en lambeau dans la rue, il allait plus être mal vu, plutôt qu'en mode, bah il a réussi sa vie, putain c'est trop bien, ça se trouve c'est son rêve de s'acheter une Lamborghini quand il était gamin, ça se trouve il est parti de rien, ça se trouve il a monté son entreprise, il a créé un business, il peut aujourd'hui s'acheter une Lamborghini parce que c'est son rêve de gamin, tu vois. Moi je vais plus le voir dans ce sens-là. Après il y a les fils à papa, les trucs comme ça et tout, enfin bref, on peut pas rentrer dans ce débat, tu vois, mais plus en plus, on va vouloir aller vers les nouveautés, vers les nouvelles technologies, vers tout ce qu'on peut faire de mieux, etc. Et on a de moins en moins, voilà, comme dit Rogers, on a de moins en moins cette mauvaise mentalité. Après, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que moi, je suis dans le monde de l'auto-entreprise, je suis dans le monde où je taffe qu'avec des mecs qui sont pas en CDI, tu vois, il y a des étudiants, il y a des... surtout dans l'informatique et tout. Après, je sais pas, du côté, je dirais pas plus pauvre, mais plus, comment dire, traditionnel de la chose, des personnes qui sont en CDI, salariés, famille, etc. Ça, je le vois un peu moins et je parle un peu moins avec ces personnes-là. Alors certes, il y a ma famille, etc., mais je parle un petit peu moins. Et puis, étant donné qu'ils sont une génération au-dessus, c'est différent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus en mode, on va faire appel à des freelances, on va créer notre propre entreprise, on va essayer d'aider. C'est plus une honte d'avoir un business. Ça dépend quel business t'as, attention. Notamment dropshipping, etc. Ça peut créer des débats. Tout à l'heure, on me demandait qu'est-ce que tu penses du e-commerce. Ça dépend quel e-commerce tu fais. Si t'es artisan et que tu fais du e-commerce et que tu vends tes propres produits à un prix raisonnable et tout, je trouve ça nickel, tu vois, c'est du e-commerce, c'est pour développer ton entreprise. Si tu fais du e-commerce, tu prends des objets à 3 € sur Wish et que tu les revends 60 balles en disant ouais, c'est de la super qualité, t'as juste fait un putain de site et tu les revends comme ça, pour moi, t'es un arnaqueur. Donc voilà, désolé, je dis les termes, je dis les termes directement, mais et je parle en mon nom propre. Il y en a peut-être qui vont me cracher dessus, mais voilà, je préfère être honnête réellement, comme ça vous savez quelles sont mes idées. Et en plus, c'est même pas politiquement ou quoi que je m'impose, tu vois, c'est juste les termes doivent être posés, bien évidemment. Arnaqueur, oui, mais riche. Il y en a qui s'en foutent royalement, vu le nombre de scams, rien que dans la NFT par exemple. Ah oui, bien sûr, mais pareil, les NFT c'est n'importe quoi. Bah, après, d'un autre côté, là où je trouve que les NFT c'est plus en mode le consommateur qui se fait pigeonner, enfin qui se fait pas pigeonner mais qui est con, c'est que il sait qu'il achète une image. S'il se renseigne dernière et qu'il voit qu'il a accès à certains trucs, qu'il voit qu'en fait son NFT il est relié directement à quelque chose dans la vie réelle, à un événement ou quoi, il sait qu'il l'achète en conséquence de ça. S'il achète juste une image, alors là, frérot, c'est vraiment le consommateur, tu vois. Alors que là, le problème, c'est qu'il va sur un site, le gars, le consommateur, il voit un truc à 60 €, alors qu'en réalité, il est sur Wish à 3 €, tu vois. Le mec qui a créé le site, qui a poussé à arnaquer, tu vois. Mais les mecs qui mettent des images en vente, faut pas être teubé pour voir que c'est qu'une image, tu vois. Enfin, voilà. Après, je vous recommande un truc, je pense qu'il y a très peu de monde qui se fait arnaquer par du dropshipping, mais quand vous allez sur un site, que vous voyez que c'est pas très bien fait, qu'il est un peu moche, et que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, vous faites clic droit, enregistrez l'image sous, vous allez sur votre bureau, enfin bref, vous enregistrez l'image sur votre PC, l'image du produit, vous allez dans Google Images, et vous faites recherche inversée. Ça va vous rechercher toutes les images dans le même style. Et donc si vous voyez que il y a la même image sur AliExpress, il y a beaucoup de développeurs. Dites-moi un petit peu ce que vous faites comme travail là, comme taf. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Les vacances c'est la semaine pro, ouais je sais, en France. Mais dites-moi, vous êtes en télétravail, mais vous faites quoi dans la vie? Télétravail ça peut être un peu tout,
Moi, je suis couvreur zingueur. C'est vrai? C'est stylé, ça. Ah, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur le métier de couvreur? Est-ce que c'est un des métiers les plus à risque? Alors, charpentier à Bordeaux, je suis sur le chantier. Oh, trop bien! Non, mais ça, c'est énorme. Généralement, moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils faisaient appel à des entreprises. Et attends, les vacances de Pâques. Ah, mais si, c'est à partir du 4 avril. Mais les gars, les congés de Pâques en Belgique. Vous êtes en vacances, là, les Belges? Je sais pas combien il y a de Belges dans le chat, mais vous êtes en vacances, là. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de monde, peut-être. Bref, quand j'étais gamin, mes parents, ils faisaient beaucoup de travaux. Et j'entendais qu'ils mettaient la radio. Et donc là, maintenant, vous mettez Twitch. Bah, trop bien. Bah, bon taf, du coup, hein. Bon chantier alors. Développeur en télétravail aussi, étudiant, tu vis de la crypto. Non, moi je vis pas de la crypto. Ça me fait un petit peu d'économie de côté. Je l'ai fait fructifier, donc c'est plutôt pas mal. Mais non, je vis pas de la crypto. Je suis monteur pour Julien Roman et Crypto Future. Voilà. Je fais quelques trucs à côté et j'essaye de développer mon activité de streamer là. C'est pour ça qu'après on passera sur mon stream. Je suis actuellement le meilleur facteur de France. Bah ça c'est sûrement grâce à moi mec. C'est parce que je te booste en fait. Et du coup tu fais que livrer beaucoup plus vite. Et je dev une appli pour faire un CE géant. Pour la France, en gros. Un CE, c'est quoi? Un comité d'entreprise? C'est ça, hein? Un CE géant pour la France, en gros. Intéressant, ok. J'ai pris ma journée pour ouvrir mon auto-entreprise. Alors, l'auto-entreprise, franchement, tu peux l'ouvrir en quelques minutes. Mais c'est intéressant, Yanis. Et ça sera une auto-entreprise dans quel type? Je vois qu'il y a des bordelais dans le chat. Support informatique, investisseur crypto. Je bosse à la poste, plateforme colis. Courage à toutes les personnes qui travaillent en usine. Peut-être cet été, je vais peut-être travailler en usine. Ça, d'ailleurs, ça va être assez intéressant à voir. Mais en gros, vous voyez, j'ai un revenu en crypto, et je vais peut-être retourner chez mes parents, et chez mes parents, ça fait toutes les années en fait que je vais travailler là-bas, dans une petite entreprise familiale, et du coup je peux me faire un petit salaire tranquillement, ça va m'occuper pendant cet été, ça va me faire un petit peu de sport, parce que c'est vachement sportif là-bas, il faut porter des charges lourdes, faut réfléchir un petit peu, faut parler, machin, et tout. Donc je trouve ça super intéressant et ça me fera un petit complément de revenu au cas où il n'y a plus par exemple les montages de CF qui sont un peu moins présents ou les montages de Julien Roman, enfin voilà on verra, ça dépend. Il y a tous les types, on a des charpentiers, on a des comptables, on a des développeurs, on a des facteurs, on a des plateformes, des mecs qui sont plateformes collées et tout, c'est abusé. Merci à tous d'être là, ça fait trop plaisir, j'aime trop voir qu'il y a un mélange de différents milieux sociaux, en fait, j'ai même envie de dire de différents milieux sociaux, de différents milieux de la France et tout, c'est trop bien, j'adore. Parlons documentaire, les gars, parlons documentaire. J'ai vu un documentaire ce week-end sur Netflix et on va en parler tous ensemble. Alors, vous me dites déjà, alors ça s'appelle Crypto Parano en français et ça s'appelle Trust No One en anglais. Dites-moi ce que vous en avez pensé directement. C'est une histoire qui se passe entre 2017 et 2018, je crois, ou plus avant encore, je sais plus, bref. C'est l'histoire de fonds perdus sur le plus gros exchange canadien de l'époque qui s'appelle Quadriga CX. En gros, on a un gars qui a créé une plateforme qui voyageait beaucoup, bizarrement. Il allait en Islande, il allait en Inde, etc. Et du jour au lendemain, les personnes qui sont sur l'exchange ne peuvent plus retirer leurs fonds. C'est comme si Binance demain vous dit non désolé, tu peux pas retirer tes fonds, c'est impossible, on ne peut pas. Et quelques mois plus tard, on apprend qu'il meurt. Donc je crois que c'était le 14 janvier, 2018, on apprend qu'il meurt en Inde, bizarrement 12 jours après avoir fait son testament. Bizarrement, il y avait que sa femme qui avait les codes aussi, qui connaissait un petit peu son activité. Et non, il y avait que lui qui avait les codes, donc les 12 mots, entre guillemets, voilà, c'est ça, hein, qui avait les codes pour accéder au fonds. Il meurt bizarrement en Inde, 12 jours après avoir écrit son testament, encore, alors que le gars était super jeune. Ça, c'est hyper bizarre. Et on apprend ça à sa mort un mois après sa mort. Après, c'est un documentaire, donc voilà, j'ai peut-être spoilé un petit peu, mais bref, c'est bizarre. Ça n'apprend rien de plus sur les crypto-monnaies. Je suis désolé les gars, ça n'apprend rien de plus. Alors c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que c'est marqué Crypto Parano, ça aurait juste pu être marqué le casse du siècle. Par contre ça montre un peu l'envers du décor sur l'enquête pour un scam. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un groupe Telegram qui se forme pour chercher plein d'infos. Il y a des mecs de Quadriga CX qui commencent à parler un petit peu de ce qui se passait dans l'entreprise et tout. Enfin bref, pour toutes les personnes qui aiment bien les histoires un petit peu de complot ou quoi, de fausses morts, d'expatriation, arnaque sur des forums, double identité et tout, ça va vous plaire de fou. Même si vous connaissez rien aux crypto, ça vous allez comprendre. Parce qu'il y a aucun moment, il y a un petit peu un moment où ils parlent de blockchain et tout, où ils disent voilà tout est traçable, mais c'est vraiment pendant peut-être 5 ou 10 minutes, un truc comme ça. Moi ça m'a pas transcendé personnellement. Parce que je suis pas trop enquête, etc. Par contre, ma copine qui ne connaît pas trop l'univers des crypto-monnaies, enfin qui connaît un petit peu parce que je suis dedans forcément, mais qui ne connaît pas l'univers des crypto-monnaies, elle a adoré parce qu'elle kiffe les enquêtes, etc. Donc pour tous ceux qui kiffent les enquêtes, que ce soit des meurtres, que ce soit des trucs ou quoi, regardez le documentaire, c'est super intéressant. Le seul petit point négatif, c'est que encore une fois, on voit un documentaire crypto qui prend des activités criminelles ou alors qui prend des scams, des trucs comme ça. Il est cool, je devais le regarder. Et pas eu le temps. Spoil pas, je veux le regarder. T'inquiète, j'ai rien spoilé. Ouais, vu hier, un exemple concret de la raison de posséder ses propres clés. Exactement, c'est exactement ça. Ça m'a encore plus convaincu qu'il fallait que je vire toutes mes crypto-monnaies des exchanges centralisés. Vu, la femme est louche. La femme est très louche.
Incroyable documentaire, j'étais scotché. Mais moi, bizarrement, en fait, j'ai tellement peut-être entendu des histoires de scam et tout que soit ça m'étonne plus, soit je me dis, bon bah, c'est normal quoi. Enfin, en gros, ça m'étonne plus. C'est juste une escroquerie comme tant d'autres, ouais, c'est ça. Je l'ai vu, c'était sympa, mais très mauvaise pub. Ça aurait été cool de finir par maintenant, ce temps est révolu avec Swissborg en ajoutant mon numéro de part. N'importe. C'est réel ou c'est un film? Non, c'est réel. C'est une réelle. C'est réel. C'est réel tout simplement. Ah ouais, je mate la série Startup, sympa, mais encore une fois, ça associe la crypto et les trafics. Alors dites-moi si je me trompe pas, il y a Netflix ou Prime Video qui voulait faire un documentaire, je crois, sur les crypto-monnaies, sur l'histoire des crypto-monnaies. Pas sur l'histoire d'un scam, mais sur l'histoire des crypto-monnaies. Moi, ce que je vous recommande, les gars, c'est sur Arte. C'est sur YouTube. Arte, ils font des documentaires sur le Bitcoin qui sont vraiment... Bon, des fois, ça tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu autre chose. Ça serait pas mal de s'intéresser non pas que au Bitcoin, mais à d'autres cryptos aussi. Ça serait lourd. Du coup, voilà, je pense que je vais arrêter le streaming là, sur la chaîne de CF. Je vous invite à tous aller, tous aller sur ma chaîne Twitch, du coup. À toutes les gars. Salut.